De la fourche à la fourchette, je vous emmène à la ferme à l'arbre à Liège, une ferme bio qui vend sur place tout ce qu'elle produit. Bonjour Henri. Bonjour Christelle. Vous êtes vraiment un pionnier du bio, vous. Ça ne me rajeunit pas. C'était il y a 40 ans, non? Ouais, on va fêter les 40 ans l'année prochaine. Oui. Ah oui. C'était un coup de folie à l'époque, une pleine de chance. Vous avez commencé dans le maraîchage. Ouais. Voilà. 25 hectares la première année. Et puis maintenant, on cultive quand même 5-6 hectares de maraîchage au total. Ouais. Ah oui, d'accord. Avec le champ, hein, avec les champs. Ouais. Beaucoup de serres. Un peu de tout. Des tunnels, nous en avons 7 ici. C'est très intéressant pour les légumes de printemps et les légumes qui demandent de la chaleur en été. Tomates. Aubergines, concombres, poivrons. Et à l'arrière-saison, alors, on a les légumes d'arrière-saison aussi en tunnel, la doucette, salade d'hiver, les choux d'hiver, tout ça. Alors, par contre, au champ, alors, on cultive tous les légumes de conservation. Céleri, betterave rouge, pommes de terre, choux, les différents choux, 7-8 variétés de choux. Et navets, topinambour, panais, courges, potimarron, potiron et courgettes au champ. 50, 60 variétés. Au total, oui. Hein, oui, au total, oui. Et pourquoi le bio? Ah, le bio, quand j'étais jeune, à 18 ans, j'étais fou, même plus jeune. J'ai travaillé très jeune à la ferme paternelle et j'étais convaincu que l'agriculture, c'était une agriculture intensive chimique qu'on commençait à connaître il y a 50 ans de ça. Hein. J'ai eu la chance de quitter la ferme parce qu'il y avait 5 enfants chez nous. Bon, on ne savait pas tous travailler à la ferme. Et j'ai rencontré un collègue de bureau qui m'a passé un livre d'agriculture biologique de Claude Aubert. C'est grâce à lui, à son livre, que j'ai eu ce déclic-là. Voilà. La plupart des gens nous prenaient comme des fous et moi j'ai emboîté le pas en disant « nous ne sommes pas fous, nous sommes fêlés ». Bien heureux les fêlés, ils laissent entrer la lumière. C'était ça. Il y a cette partie maraîchage ici. Oui, avec des gens qui travaillent ici, tu vois, là, bon, ils récoltent les betteraves rouges. Nermine est la spécialiste des tomates. Nous avons à peu près 2000 pieds de tomates ici. Et, je ne vais pas dire qu'elle les connaît par leur prénom, hein, mais combien de variétés, Nermine? Combien de variétés? 40, 37 voilà. Variétés, oui. 37 variétés de tomates. Mais alors, c'est pas uniquement maintenant le maraîchage, il y a aussi de l'élevage, il y a la grande culture. C'est ça, on a démarré en maraîchage et puis mon beau-père qui était fermier a arrêté et nous a remis la moitié de ses terres dans les années 80. On a eu la chance de cultiver 40 hectares de terre alors, au total, avec de l'élevage forcément, parce que l'élevage est complémentaire d'une ferme. Il amène plein de matières organiques et puis les prairies temporaires qui font partie de la rotation. Après la prairie temporaire, on peut mettre une céréale sans apport d'engrais ni quoi que ce soit. Donc, et puis on casse le cycle des mauvaises herbes, enfin plein de trucs. Et on a eu la chance justement, merci mon papa Julien, de nous avoir permis ça. Et puis, votre fils aussi est arrivé, voilà, il y a sa patte. Lui qui a été le déclencheur de l'expansion, entre guillemets, au niveau commercial. On avait un petit magasin de 30 mètres carrés. Maintenant, il y a un magasin de grande envergure. C'est lui qui gère tout ça. Il a apporté plein d'élan à la ferme. Oui, c'est ça. C'est devenu une véritable entreprise. Hein. Oui, avec tous les côtés positifs et les aléas. On a la fierté d'avoir créé quand même un paquet d'emplois ici. Combien? Au total, une trentaine, hein, ouais. Surtout au magasin, magasin, boucherie, enfin. Et tout ce qu'on produit ici est vendu directement au magasin, absolument tout. On va voir ça au fil de cette émission. Et je vous propose maintenant de suivre un contrôle AFSCA, parce qu'il faut savoir évidemment que les agriculteurs sont le premier maillon de la chaîne alimentaire. Donc ici on en a? Oh, normalement, si elles sont toutes là, il y en a 10. Aujourd'hui, le contrôle se passe à la ferme du Grand Enclos à Grandvoire, une petite coopérative bio près de Neufchâteau. Viens, bon, viens. Allez, viens. 12,01. Je relève l'identification du cheptel. Donc chaque animal a des marques auriculaires qui le distinguent d'un autre animal. La date de naissance, la robe, donc dire si c'est une brune, c'est une grise. Le sexe, le type racial, donc c'est une laitière ou une viandeuse. Et alors le numéro de la mère, et pour dire que ça vient de telle exploitation. Le contrôle AFSCA, c'est aussi l'occasion pour les agriculteurs de demander conseil.
On a voulu privilégier un petit peu les plus beaux producteurs potentiels. Donc on ne les a pas encore bouclés. C'est les 2 seuls qui sont là. Il faut les boucler en urgence ou bien ça peut attendre l'âge de l'abattage vers 4-5 mois. La référence, nous, c'est toujours la législation. On parle de 2 notions, notion de sevrage et de maximum 6 mois. Si l'animal quitte le troupeau, il doit être obligatoirement identifié. Maintenant, le contrôleur AFSCA se basera toujours sur la notion de 6 mois pour dire que l'animal doit être identifié. Les fermes subissent plusieurs contrôles en fonction de leurs activités, comme ici avec le fromager de la ferme. L'étape préalable, c'est vraiment tout ce qui est infrastructure, donc globalement sol, mur, plafond, ventilation, voir si tout n'est pas embué. Et alors après, on peut voir la manière de travailler, voir les produits qui sont utilisés pour la désinfection, pour le nettoyage, voir où sont stockés tout ce qui concerne le matériel d'emballage. Alors le lait arrive en cruche, donc est déposé dans le sas, il y a une personne dans la zone propre, donc on prend le lait. Le fromager est serein, il a suivi les conseils de diverses fermes. Ceux-ci, qu'on nettoie, qu'on désinfecte et qui sont passés à l'acide aussi. Ok. Oui, c'est toujours stressant, maintenant on fait tout ce qu'il faut pour être en ordre, donc a priori il ne devrait pas y avoir de problème. Eau chaude, eau froide. L'enjeu est de taille pour les agriculteurs car l'octroi des primes est conditionné par le rapport de l'AFSCA. Ça se passe comment en général? Parce que les gens ne sont pas spécialement Dans heureux de pouvoir débarquer. Vous débarquez en plus sans prévenir. Tout à fait. Depuis quand même un certain temps, je trouve qu'il y a une évolution. L'agriculteur est habitué au contrôle et ça se passe relativement bien. Bien que parfois il y ait des choses à faire remarquer, que la tension monte un petit peu. Je vais dire de manière générale, dans un cas sur l'année, tourne au vinaigre. Donc ici on va analyser un petit frais. Oui. Ok. Ouais, tu peux mettre celui-là. Ok, ça va. Et après, il faut longtemps pour avoir les résultats? Ouais, si c'est un échantillon il n'y a pas d'urgence, il faut compter d'ici 2 semaines. Mais par contre, si c'est un échantillon urgent, là, il faut compter 1 semaine à peu près. Mais ici, en l'occurrence, c'est du fromage frais, donc ils seront tous vendus déjà dans 1 semaine, non? C'est probable. Et alors? Et alors, le fromage est vendu, il faudra refaire une analyse sur le lot suivant. Cela permettra de détecter un problème récurrent. Attention à la trappe-mouche, qui ne soit pas trop près de la table d'égouttage. Ici, ça va, il n'y a pas de denrées alimentaires en dessous, mais il est nettoyé tous les combien de fois? Ben ça on le vide généralement, je dirais à peu près toutes les 2 semaines. Ok, ça va. Répondre aux questions, ça va, c'est plutôt quand il faut sortir tout ce qui est papier. Donc, parce que en termes administratifs, c'est quand même relativement conséquent. Vous trouvez qu'il pinaille en fait, ou ça vous paraît normal? Nous, on accepte le contrôle comme il est, c'est-à-dire on se soumet à la loi. Nous, par rapport aux contrôleurs, ça se passe très bien, vraiment. Maintenant, le règlement est beaucoup trop poussé. Donc, l'AFSCA, elle s'est mise en place après la crise de la dioxine. C'était une crise de l'industrie agroalimentaire. Ce n'était pas au niveau des petits producteurs. Il faut savoir que nous, en termes de qualité, les premières personnes qu'on ne veut pas décevoir, c'est la clientèle, pas l'AFSCA. Même s'il y a déjà eu des efforts, les agriculteurs producteurs aimeraient encore plus d'assouplissement en revendiquant les bienfaits d'une vie microbienne à la ferme. Nous sommes toujours à la ferme de l'Arbre avec Henri. Alors ici, on se trouve dans une prairie où on a poules, vaches là-bas, sont des viandeuses. Ouais, blondes d'Aquitaine. Pourquoi? Parce qu'elles sont blondes et que l'origine de la race est en Aquitaine. C'est tout simple. Elles sont bonnes. Elles sont bonnes, elles veulent toutes seules et elles sont assez rustiques au niveau de l'alimentation et au niveau des maladies éventuelles. Donc plein d'intérêt. Oui, c'est ça, pour un élevage bio, c'est Voilà. plus facile, Ouais. évidemment. Ouais. Cousine de la limousine qui est très intéressante aussi. Et alors des poules, c'est des poules, hein, c'est pas des poulets? Ouais. Poules. Des poules Pour les œufs, pondeuses. ouais. Vous en avez beaucoup comme ça? Ben, c'est mon fils qui gère ça. Il y en a 600-700, je ne sais plus au juste. On Ah ne ouais, les compte quand pas même. tous les jours, mais L'élevage, c'est vraiment une complémentarité en fait par rapport aux cultures. ça fait partie d'un ensemble. Hein. Une ferme
bien raisonné. L'élevage permet, notamment bovin, permet de donner aux animaux des produits que l'homme ne sait pas assimiler, l'herbe. Et en même temps, elle nous rend des produits nobles, entre guillemets. On pense toujours au lait, on pense au cuir, on pense à la viande, mais on ne pense jamais au gâteau spiralé. Vous savez ce que c'est, le gâteau spiralé? C'est la merde. J'allais dire. Mais ça, c'est génial parce que ça permet de fertiliser les terres de rente à la nature, ce que la vache lui a pris, entre guillemets. Donc ça fait partie d'un ensemble vraiment positif. Il y a des poules, il y a des vaches. Il y a des cochons. Et il y a des cochons? Les Depuis cochons, longtemps aussi? Oui, quand même. On a des cochons, on n'est pas naisseurs de cochons, Non. on est engraisseurs. On achète nos cochons chez Christian Baguette à Timistère, qui a un élevage en plein air. Et nous, ici, nous sommes engraisseurs pour permettre à la ferme d'alimenter la boucherie. Oui, c'est ça. Donc tout le but final de l'ensemble de la ferme, c'est alimenter le magasin en boucherie ou en légumes. Tout retourne vers le magasin en Donc vente tout ce directe. que vous produisez, Sauf vraiment une rare exception en céréales, parce que Oui. je fais partie d'AgriBio. Bon, j'ai un peu trop de céréales, mais autrement, tout ce qu'on produit retourne. Depuis l'origine, depuis tout au début, on a toujours fait le circuit court. C'était tôt, mais c'était bien déjà. c'est vraiment de la fourche à la fourchette Oui, ici. hein. c'est Voilà. l'expression C'est le qu'on thème- emploie maintenant. C'est ouais. le thème de notre émission. Ah bon? Et oui, et je vous propose de voir un reportage tout près de chez vous. Nous sommes à Bois-Seigneur-Isaac, sur la commune de Braine-l'Alleud, dans la ferme de Eddy et Annie Pusmier. Ici, le lait de chaque traite est transformé ou directement disponible pour le consommateur. Bienvenue à la ferme du château ou à l'élevage Bois-Seigneur-Holstein, parce que c'est le nom de notre élevage, qui compte une 50aine de vaches laitières. Et avec la suite, il y a 140 animaux avec toutes les jeunes. Et la production est une production d'environ 30 litres par vache par jour. Alors le lait, il quitte la ferme 3 fois par semaine, c'est-à-dire qu'un camion vient charger le lait 3 fois par semaine. Mais ce lait-là est malheureusement sous-payé et donc on en garde une partie que Annie transforme pour faire les différents produits qu'elle sait faire. Pendant que les hommes sont à la culture et à l'élevage, Annie est à l'atelier où elle prépare de délicieux produits à base du lait de la ferme. Ah bonjour Annie, ça va bien? Je ne te serre pas la main. Eddy m'a dit que tu étais ici, qu'est-ce que tu fais pour le moment? Je suis occupée à démouler des friscots. Voilà, donc c'est le jour des friscots aujourd'hui. Je peux te donner un petit coup de main? Ah, si tu veux. Allez alors. J'ai commencé à faire de la diversification avec un produit que j'ai rêvé de faire parce qu'on a des caves voûtées. C'est le fromage qu'on appelle le Saint-Paulin. J'ai entendu par hasard à la radio qu'on organisait des cours de fabrication de fromage à l'école de Hatt. Et j'ai retenu la date et je suis allée suivre la formation à ce moment-là. Mais je me suis très vite rendu compte que vendre un produit à la ferme, ça ne va pas trop parce que les gens ne se déplacent pas pour un seul produit. Aujourd'hui, je fais, en plus du fromage Saint-Paulin, je fais de la glace. Je fais des gâteaux glacés. Pour Pâques, par exemple, j'ai fait des nuits de Pâques. Pour les fêtes de fin d'année, je fais des bûches de Noël. Et entre-temps, je fais des gâteaux d'anniversaire, des gâteaux de baptême, des gâteaux de mariage aussi. Donc j'ai tout un assortiment de produits maintenant que les gens recherchent. Du fromage blanc, des yaourts en grand pot, en petit pot. Je fais des puddings, vanille, chocolat. Je fais des mousses au chocolat. Je fais des quiches aux légumes dans lesquels on retrouve du fromage et de la crème fraîche. Mais j'achète les légumes puisque je les produis par moi-même. Et alors, je fais des confitures et des galettes. Le goût est quand même différent du magasin. Donc les gens qui viennent ici, c'est parce ils font la différence entre la qualité et le goût du produit. L'avantage de mon activité, c'est que je suis toujours à la maison, mais ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de travail pour tout réaliser. Mais quand on aime, on ne regarde pas nos heures de travail.
Si Annie transforme une bonne partie du lait, une autre partie est disponible 24 heures sur 24 au distributeur de lait. Nous allons voir comment ça fonctionne avec Eddy. Oui, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il y a du lait frais toujours à disposition. On débouchonne, on ouvre, on tient la bouteille devant l'orifice et on fait start. Et puis voilà, on regarde la bouteille se remplir, le lait est froid, on le sent froid parce qu'il est à 4 degrés à l'intérieur. Et donc c'est du lait cru qui vient directement du pied de la vache qui a été refroidi, amené ici. En fait, on ne pourrait pas plus direct. Non, non, on ne peut pas. C'est presque un pis dans la petite machine. Je dirais que la vache est dans l'armoire. Elles sentent bon ces fraises. Alors on se trouve ici dans le magasin de la ferme à l'arbre à Lantin. Bonjour Michel. Bonjour. Bon, ici c'est votre domaine. Hein. Oui, voilà, oui, tout à fait. C'est vous qui avez monté. C'est pas un petit magasin, c'est vraiment. Oui, c'est une chouette supérette. Oui, Et vous avez décidé de monter ça. Voilà, le projet s'est fait vraiment petit à petit. oui, ça s'est fait petit à petit. Hein. Ce sont mes parents qui ont démarré dans l'ancienne écurie, mais en 1978, donc il y a très longtemps. Petit à petit, j'ai rejoint l'équipe et on a toujours adapté le lieu de vente à la demande, au nombre de clients, aux produits à présenter. Oui, parce qu'au début, bon là ici, il y a plein de légumes. Évidemment, c'est pas tous des légumes maison, mais il y en a quand même pas mal. Oui, on essaye d'en faire le plus possible. On en fait une 60aine par an. Oui. Et tout ce qui n'est pas possible de faire en Belgique, on l'achète pour le revendre, mais toujours en bio, évidemment. Oui, c'est ça. Vous vendez donc les légumes, la viande aussi de la maison, plus plein d'autres produits. Vous avez vraiment voulu Oui, on essaye que le magasin soit complet. Donc la particularité de la supérette, c'est qu'elle se trouve sur la ferme, sur le lieu de production pour beaucoup de produits. Mais on voulait aussi que les clients retrouvent tout ce qui existe en bio. Donc on a effectivement aussi des produits qu'on ne fait pas, des confitures, des spaghettis, des compléments alimentaires même. Oui, c'est ça. Alors la viande ici, c'est quand même une particularité aussi. Oui, d'avoir tout un comptoir comme ça. Ça aussi, tout est bio? Tout est bio, oui, bien sûr. Oui, tout est bio, le plus local possible. Donc tout ce qui est élevé sur la ferme est transformé et vendu ici. Oui. Et on complète de nouveau avec ce qu'on ne fait pas. Par exemple, l'agneau, on ne le fait pas nous-mêmes. Mais dans ce cas-là, on travaille avec des producteurs bio locaux. Et on transforme ici dans les ateliers. Ça fait quand même beaucoup de travail, beaucoup de... On a une fat équipe. Oui, et beaucoup de clients aussi. Ça marche bien alors? Ça marche bien, oui. Ça fait plaisir parce qu'on s'efforce à faire quelque chose de qualité et voir que le public adhère, c'est notre récompense quelque part. Bien sûr, mais enfin, il fallait oser faire ce pari quand même. Oui, c'est vrai. Mais ça s'est fait un peu petit à petit, effectivement. On a toujours évolué en fonction de la demande. Et ça a toujours été positif, donc c'est très chouette. Oui, c'est ça. Alors maintenant, depuis quelques années, 3 ans si je me trompe, il y a même un resto qu'on va aller voir juste après la séquence d'Antoine et Pablo qui se sont intéressés à l'élevage de truites bio. Salut tout le monde, aujourd'hui on va vous montrer comment se passe l'élevage de truites. On se trouve à Freux, en province de Luxembourg, dans la commune de Libramont. Voilà monsieur, Francis, vous allez nous montrer un peu comment tout ça fonctionne. On va commencer par, les tout petits, non? Oui, on va commencer par la salle d'incubation avec les alevins. Allez, c'est parti. Ça existe depuis quand la pisciculture de Freux? C'est très vieux, non? Ça date déjà des années 1800. Les premiers essais de pisciculture datent de 1888. C'est un cadre exceptionnel aussi, il faut le souligner. Ah oui, c'est même unique en Wallonie ou en Belgique. Et la salle d'incubation, c'est, paraît-il, l'une des plus belles d'Europe. Rien que ça. Rien que ça, oui. Ça doit vous rendre fier, ça. Oui, un petit peu, oui. Car on va les pêcher. Voilà, Francis, on va dans cette salle qui est le début de la vie des truites, c'est ça? Exactement, c'est là que je fais pondre. Un bruit de cascade. Oui, mais ce sont les chutes d'eau pour bien oxygéner l'eau. Ça commence où, les œufs? Alors les œufs ici, dans les casiers, et dans ces casiers, dans les paniers, on met environ 10 000 œufs de truites. C'est énorme. Oui. On va regarder, on va aller leur faire un petit coucou, on va voir s'ils vont apprécier. Je sais pas s'ils vont aimer la visite de la caméra. Aujourd'hui, on va pêcher la truite, le verre sur la mousson, et on balance la ligne. Voilà, mais on a vu les petits, maintenant on va aller voir les grands. On y va. Aujourd'hui, on va pêcher la truite, le verre sur la mousson. Voilà, la caméra a résisté à l'épreuve de l'eau une première fois. Maintenant, on va aller voir, vous l'avez dit, ces étangs. Il y en a combien d'étangs? 32, plus encore des étangs qui sont utilisés dans le domaine. Et les grands, ils mangent la même chose que les petits?
Ils mangent la même chose, il n'y a que la taille de l'aliment qui diffère. Farine de poisson et des céréales qui sont toutes bio. Attention, je vais vous plonger au cœur de l'eau. Encore une frétille sortie tout droit de son torrent. Il faut leur donner à manger à quel rythme ces truites? Pour 100 kg de truite dans un étang, vous donnez 1,2 kg d'aliments par jour. Mais pour faire une truite à peu près de 350 grammes en arc-en-ciel, il faut 15 à 16 mois. Alors que pour faire la même truite en fario, il faut un an en plus. Ça fonctionne toujours, c'est magique. Et en plus il fait beau. Vous nous parlez de fario, d'arc-en-ciel, de jaune. C'est quoi la différence entre toutes ces espèces? Alors elles font toutes partie d'un groupe qui s'appelle les salmonidés. La truite fario, c'est la truite européenne, la truite indigène. Il y a de l'omble chevalier qui lui a son origine géographique en Suisse dans les grands lacs, le lac Le Mans, le lac de Neuchâtel, etc. Mais on en trouve aussi au Bourget. Ensuite, le saumon de fontaine qui est originaire de la côte ouest du Canada. Et la truite arc-en-ciel, elle vient plutôt des États-Unis. Tout ça pour du poisson. Production annuelle de truite pour vous, ça représente quoi donc finalement? Pour l'instant, ça représente une 12aine de tonnes. Mais bon, c'est en croissance évidemment. Hein. Donc depuis que vous avez repris il y a 8 ans? Oui, c'est ça, oui. Oui. Mais la particularité, je vous dis ici, c'est d'être complètement en bio. Et donc ce n'est pas du tout les mêmes méthodes d'élevage qu'en conventionnel. Merci Francis de nous avoir consacré ces quelques minutes. Quant à vous, on vous dit à bientôt pour d'autres découvertes. Elle attendait la truite de Joubert. On se trouve maintenant dans les cuisines du restaurant de la Ferme à l'Arbre avec Véronique, la patronne des lieux. Bonjour. Bonjour. Alors, ça fait combien de temps en fait que c'est ouvert là ici? Alors, le restaurant est ouvert depuis 4 ans, et ici au mois de juin. Moi, j'ai repris le restaurant il y a 2 ans et demi, parce qu'en fait, au départ, c'était ma belle-sœur et ma belle-mère qui s'en occupaient. On cuisine ici des produits de la ferme? Tout à fait. Donc, entre autres, les légumes. Et puis, on a la chance aussi d'élever les animaux, comme la blonde d'Aquitaine, le cochon ici, donc qui se retrouvent évidemment dans l'assiette. Est-ce que c'est difficile ça pour vous, justement, pour le chef peut-être de cuisiner tous ces produits de la ferme? C'est peut-être un peu plus compliqué qu'un... Non, je pense pas. En fait, ici on a un chef, donc il a plein d'idées. Donc nous, ce qu'on ne voulait pas faire, c'était juste servir une assiette comme on pourrait imaginer dans une ferme. Voilà, je vais plutôt dire ça comme ça. Et on voulait remettre avec les produits du terroir, justement, une cuisine au goût du jour, quoi, une cuisine moderne. Voilà pourquoi on appelle restaurant fine cuisine du terroir. Donc voilà, avec plein de saveurs, plein d'épices, plein d'herbes. Et le chef a une imagination incroyable à ce niveau-là. Et il n'y a pas plus de travail dans les préparations, dans tout ça? Non, je pense pas. Il faudrait peut-être poser la question au chef, mais moi je crois que non. Puis bien organisé, on travaille des produits frais. Oui, et alors le menu, évidemment, il change en fonction de ce qu'il y a, qui sort dessert. En fait, on a une carte des incontournables, comme le boulet, le tartare de bœuf, le pavé de la ferme. Bon, ça, ce sont des incontournables et on sait qu'on aura toujours ce genre de produit. Maintenant, on change les suggestions toutes les semaines et selon l'arrivage, ce qu'on a aussi sur la ferme, les légumes, le chef, tous les mardis, cogite de nouvelles recettes et de nouveaux plats. Voilà. En plus du lunch, quoi. C'est bien. Merci beaucoup pour ces explications, Véronique. Je vous en prie. Je vous propose maintenant de rester en cuisine avec la séquence Mangeons Wallon et Ludovic nous prépare un cocktail estival. Bonjour à tous, voilà, on se retrouve dans une petite séquence ici Mangeons Wallon pour voilà, les premiers beaux jours sont là. Ici aujourd'hui j'ai décidé de faire un cocktail avec alcool ou sans alcool. Pourquoi un cocktail? Pour mettre à l'honneur une limonade qui est faite ici dans la région, au Val d'Aise, donc c'est dans la région de Marche. Ils ont plusieurs goûts différents bien sûr, avec des ingrédients qui sont fabriqués en Belgique et naturels. Ici j'ai choisi la limonade aux amandes. Également pour l'alcool j'ai préféré un alcool de miel aujourd'hui. C'est un miel qui est lui récolté en Belgique, qui est transformé du côté de Jean Blou par Xavier, c'est la société Nectar & Co. Et donc ça c'est le Bee Wine, c'est vraiment voilà, c'est un alcool, un hydromiel, vraiment un alcool de miel à 100%. Donc on va l'associer avec quelques feuilles de basilic ici. On va juste les fouler comme ça avec le mortier pour vraiment aller extraire le maximum de goût. On va bien écraser
C'est hyper important. Et on voit vraiment qu'il y a tout le jus, toute l'huile essentielle du produit qui ressort. Voilà. Enfin, d'en recueillir le maximum de goût, on va juste revenir chercher avec la limonade le maximum, bien mélanger pour essayer de décoller tout ça. On filtre. Et toujours le même principe, on écrase. Voilà, j'ai mis plus ou moins ici, pour 2 personnes, pour 2 cocktails, j'ai mis plus ou moins 45 feuilles de basilic. Et j'y ajoute par personne un demi-citron pour venir apporter du peps. Et j'ai préféré prendre le citron vert qui est toujours plus élégant dans une boisson. On va y ajouter simplement donc, les petits verres, 2 rondelles de citron, également une petite pluche pour dire esthétique, quelques glaçons. Surveiller quand même cette saison-ci de boire quelque chose de givré. On y ajoute la petite préparation, donc l'extraction de feuilles de basilic avec un petit peu de limonade d'amande et du citron vert. Alors on a 2 choix. Soit on en fait un sans alcool, on complémente donc de limonade tout simplement. Et soit on complémente avec une pointe d'alcool de miel. Et on pourrait également complémenter le tout avec une petite limonade pour... Voilà. Et voilà, donc pour une fois, on va plutôt boire wallon, un peu différemment. Et moi, j'ai déjà fait mon choix, avec alcool ou sans alcool. Moi, ce sera sans alcool. À bientôt, au revoir. On termine cette émission en compagnie de toute la famille Pâques et du dernier projet de la ferme. C'est oui, ça, Michel? C'est ça, oui, tout à fait. Alors, c'est une bière produite ici même? Oui, c'est une bière produite ici. Donc, on a créé une petite microbrasserie sous forme de coopérative à finalité sociale. Donc, on a 250 coopérateurs à peu près qui ont investi dans le projet et qui nous ont permis de créer et d'acheter le matériel sans faire appel aux banques. Ah ouais. Et alors, c'est une bière aussi bio, je suppose? C'est une bière bio, bien sûr, Voilà. avec les ingrédients les plus locaux possibles. Dans celle-ci, par exemple, le froment est fait sur la ferme, Ouais. le houblon est belge, le malt d'orge aussi. Elle est brassée ici et voilà. On va la goûter alors. On va la goûter, évidemment. Merci à tous, on va faire santé. Merci à tous pour votre accueil et pour ce beau projet développé ici Santé. à Ouais. Lantin. Santé. Santé. Voilà, quant Avec à nous, plaisir. on se retrouve prochainement pour parler de l'alimentation des animaux. À très bientôt. Santé du coq. Santé du coq. Elle est bonne. À l'agenda, les 17 et 18 juin, découvrez les vignobles et brasseries de Wallonie. Les 24 et 25 juin, ne manquez pas les journées fermes ouvertes. Une 60aine de fermes vous ouvrent leurs portes le même week-end à la ferme expérimentale de Jean Blou. S'il suffisait qu'on s'aime, c'est une exposition sur les cultures destinée à un public familial. À bientôt.